بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble la partie numéro 3, toujours chapitre numéro 1, généralité sur les signaux. On va voir ensemble des exemples sur les signaux de base. Et on va commencer par le signal sinusoïdal. Donc, le signal sinusoïdal, tout simplement, c'est un signal périodique de période T0 en secondes, bien sûr. Il est défini par le modèle suivant. Nous avons x de t, la forme a cosinus oméga 0 t plus phi, avec oméga 0 est égal à 2pi sur t0, donc est égal tout simplement 2pi f0. A, c'est un réel, donc c'est l'amplitude de notre signal. Oméga 0, aussi réel, c'est la pulsation d'unité radian sur seconde. F0, c'est la fréquence en Hertz. Et phi, ça sera à partir d'un intervalle, entre 0 et 2pi. Donc, on appelle ça, c'est la phase initiale. Son unité, bien sûr, c'est le radian. Il est facile à reproduire, à reconnaître et offre une possibilité de visualisation simple des caractéristiques. Et on peut calculer les valeurs suivantes. Nous avons la puissance moyenne égale tout simplement l'amplitude maximale divisée par 2. L'énergie totale, elle est infinie. La valeur moyenne, x moyen, c'est 0. La valeur efficace égale à la racine sur la racine de 2. D'accord? Donc, dans cette figure, vous voyez bien un exemple d'un signal sinusoïdal, mais la forme x de t égale à a cosinus oméga 0 t plus phi. Pardon, on passe maintenant au signal constant. Donc, ce signal est défini par x de t égale à 1, quel que soit t appartient à R, et on peut calculer les valeurs suivantes. Nous avons la valeur de la puissance moyenne égale à a carré, l'énergie totale égale à l'infini, x moyenne égale à 1 et la valeur efficace égale à 1. Donc, vous aurez tout simplement votre signal constant, quand vous voyez bien dans cette figure. On passe maintenant au signal échelon unité. Donc, c'est un signal défini par U de t qui est égal à 1 pour t positif et 0 ailleurs. Donc, nous avons une discontinuité, le point 0. C'est-à-dire que par convention, on admet que U de 0 égale à 1 demi et la valeur est déterminée par U de 0 égale U de 0 plus U de 0 moins divisé par 2 égale à 1 demi. Maintenant, pour la version retardée, nous avons U de t moins t0 égale à 1 pour t supérieur à t0 et 0 ailleurs. Donc, nous avons ici notre signal échantillonné unité. Ici, nous avons le signal échantillonné unité retardé de t0. Toujours, le signal échelon unité est très utilisé pour exprimer la causalité d'un signal quelconque. Si vous avez x de t un signal quelconque, dans ce cas, y de t, ça sera x de t par l'échelon u de t. C'est un signal causal. Donc, voici un signal quelconque qu'on va le multiplier par l'échelon. On obtient, après le produit, bien sûr, le résultat. Ça sera un signal y de t causal, défini de 0 à plus l'infini. On passe maintenant la fonction signe de t. Donc, ce signal est défini par signe de t égale à 1 pour t supérieur à 0 égale à moins 1 pour t négatif. Donc, vous voyez bien la fonction ici, le signal signe de t. Nous avons une remarque que la fonction signe de t, ça sera 2 fois l'échelon u de t moins 1, ou bien tout simplement l'échelon, c'est 1 demi plus 1 demi signe de t. On passe maintenant au signal rectangulaire sous forme de fenêtre ou bien de porte. Donc, ce signal est défini par règle de période grand T égale à 1 pour T en valeur absolue inférieure ou égale à T sur 2, ou bien tout simplement T compris entre moins T sur 2 et T sur 2 et 0 ailleurs. Quelle est la relation avec le signal échelon unité? C'est que la fonction recte, ou bien porte, ou bien fenêtre, égale l'échelon U de T plus 1 demi, moins l'échelon U de T moins 1 demi. La version retardée de T sur 2, ça sera la fonction recte de T moins T sur 2 égale à 1 pour T compris entre 0 et grand T, 0 ailleurs. Vous voyez bien dans la figure 17, notre signal porte unitaire d'amplitude égale à 1 de période égale à T. Deuxième signal, c'est signal porte mais retardé de T sur 2. Toujours avec la même période et la même amplitude.
Sachant que la version retardée, la fonction règle de grand T de T moins T sur 2, est très utilisée pour extraire une partie intéressante d'un signal. Si vous avez x de t un signal quelconque, dans ce cas, le signal y de t donné par la relation suivante. Nous avons que y de t, c'est le produit de x de t par la fonction porte de période grand T, centré t0 sur 2 moins t0. On voit bien dans la figure 18 un signal, une partie de notre signal x de t. Donc, vous avez de départ le signal x de t. Deuxième figure, nous avons la fonction porte de période t0, centré t0 sur 2 moins t0. Donc, à la fin, on aura tout simplement une partie de notre signal x de t après multiplication qui est appelée y de t, de durée bien sûr grand T à un instant t0. On passe maintenant au signal rampe de pente A. Ce signal est défini par la rampe de pente A égale AT pour T positive et 0 ailleurs. On peut l'écrire autrement. La fonction rampe de T est égale à AT par l'échelon U de T, donc est égal à 1 intégrale entre moins l'infini et T de U de tout D tout. Et on peut calculer les valeurs suivantes. Donc, vous aurez dans ce cas la puissance moyenne égale à l'infini, l'énergie totale égale à l'infini. Donc, le signal rampe de pente A pour A positif. On passe maintenant au signal triangulaire. Donc, ce signal est défini par triangulaire de T égale à 1 moins la valeur absolue de T sur grand T sur 2. Si vous avez T en valeur absolue inférieure ou égale à T sur 2, 0 ailleurs. Sachant que la largeur de base du triangle égale à grand T, maintenant, si vous avez la base c'est 2T, vous aurez le signal, la forme triangulaire de base de T égale à 1 moins la valeur absolue de T sur grand T, pour T, bien sûr, en valeur absolue, inférieure ou égale à grand T et 0 ailleurs. Donc, vous voyez bien dans la figure la représentation d'un signal triangulaire de base de T. Bien sûr, avec une amplitude maximale égale à 1. On passe maintenant au signal sinus cardinal. Donc, ce signal est défini par sinus cardinal de pt égale tout simplement sinus pt sur pt. C'est une fonction paire, sachant que sinus cardinal de pt égale à 0 pour t égale plus ou moins 1, plus ou moins 2, etc. Et pour t égale à 0, on aura sinus cardinal de 0 égale à 1. Donc, voici sa représentation graphique. On passe maintenant à la fonction de Dirac. Donc, si vous avez x de t, la fonction définie par x de t égale à 1 sur epsilon, la fonction porte epsilon de t égale à 1 sur epsilon pour t inférieur ou égal à epsilon sur 2 et 0 L. Donc, on peut l'appeler une fonction de porte de x de t égale à 1 sur epsilon. La fonction porte de durée taux de t, donc sa représentation, et on peut le définir mathématiquement comme une fonction de Dirac. Si on va prendre la limite de x de t quand epsilon tend vers 0. Dans ce cas, on aura tout simplement la limite de x de t quand epsilon tend vers 0. Ça sera la limite de 1 sur epsilon. La fonction porte epsilon de t est égale Dirac de t. Bien sûr, quand la limite quand epsilon tend vers 0. Bien sûr, cette approche fait apparaître la fonction de Dirac comme une impulsion bref. Donc, on aura tout simplement discuté Dirac de t égale à 1 pour t égale à 0. Sachant que la limite entre moins l'infini plus l'infini de la limite de x de t dt quand epsilon tend vers 0, dt égale à 1, quelle que soit la valeur de epsilon. Dirac de t ne possède pas une justification rigoureuse et la théorie des distributions donne un sens mathématique à Dirac de t. Sachant que 1 marqué sur la flèche ici représente l'aire de cette impulsion et non l'amplitude. On passe maintenant distribution et impulsion de Dirac. On va faire un petit rappel. Si vous avez une distribution grand T, c'est un procédé qui, à toute fonction phi de l'ensemble de départ D,
fait correspondre à un nombre réel. Dans ce cas, vous aurez pour T, phi appartient à D, T de phi appartient à R. On va la noter par T de phi égale un produit scalaire entre T et phi. Bien sûr, il s'agit des signaux déterministes idéaux qui sont utilisés comme modèle théorique et ne peuvent pas être physiquement réalisables. Et la fonction phi sur lesquelles opèrent les distributions T appartiennent à un ensemble de fonctions, bien sûr, un ensemble D. Ces fonctions obéissent à des règles. Elles sont indéfiniment dérivables et elles sont à support borné et elles sont convergentes. On passe maintenant à une petite introduction aux distributions et on va voir la distribution régulière. Si vous avez x de t une fonction continue et localement sommable, c'est-à-dire que l'intégrale sur n'importe quel intervalle existe, et on définit une distribution t de x associée à la fonction x de t par phi, ça revient à un produit scalaire entre tx et phi, donc ça sera tout simplement l'intégrale entre moins l'infini à plus l'infini de x conjugué de t par phi de t dt. Donc c'est un produit scalaire tout simplement entre x de t et phi de t. Deuxièmement, la distribution singulière de Dirac. Elle est définie par un intégral entre moins l'infini à plus l'infini de Dirac de t par phi de t dt. Donc, c'est égal tout simplement phi de 0. Donc, le produit scalaire entre Dirac de t et phi de t, ça sera phi de 0. Bien sûr, elle donne la valeur de la fonction test phi de t, 1.0. Si on va parler maintenant de la version retardée, nous avons que Dirac de t moins t0 phi de t est égal à phi de t0. Une impulsion de Dirac, tout simplement, c'est une distribution qui vérifie que Dirac de t, ça sera 0 pour t différent de 0, égal à l'infini pour t égal à 0. Et on aura tout simplement une intégrale entre moins l'infini à plus l'infini de Dirac de t dt égale à 1. Pour la version retardée, nous avons le Dirac de t moins t0 égale à 0 pour t différent de 0 à l'infini pour t égale à 0. Donc, voici sa représentation. Dans la première figure A, nous avons une impulsion, la représentation simple d'une impulsion de Dirac. Dans la deuxième, c'est la version retardée de t0. On va parler maintenant de la peigne de Dirac. Tout simplement, c'est une suite infinie d'impulsions de Dirac régulièrement espacées de t0. Sachant que Dirac de t0 de t, ça sera une somme pour n varie de moins l'infini à plus l'infini, de Dirac de t moins n t0, sachant que t0 représente la période du peigne de Dirac. Donc, voici sa représentation, donc la peigne de Dirac de période t0. Donc, vous avez entre 0 t0, 2 t0, 3 t0 jusqu'à n t0. On va s'arrêter ici aujourd'hui. On termine la suite dans la prochaine vidéo, Inch'Allah. Je vous remercie infiniment pour votre attention et à la prochaine vidéo.